11 novembre 1918. Le train spécial du maréchal Foch entre en gare de Compiègne, au nord de Paris. Dans ce wagon, en dehors des caméras, les envoyés du gouvernement provisoire allemand signent l'armistice. L'Allemagne reconnaît qu'elle est vaincue et demande l'arrêt des hostilités. Sur le front, le cessez-le-feu est fixé à 11 heures. La 11e heure du 11e jour du 11e mois. La guerre vient de se terminer. Enfin, elle a duré 4 ans. 75 millions d'hommes ont été mobilisés. 10 millions de soldats ont été tués. Tous les hommes volontaires venus de l'île de Terre-Neuve. 7 000 Portugais, 13 000 Belges, 90 000 Bulgares, 120 000 Américains, 130 000 Serbes, 200 000 Roumains, 350 000 Turcs, 450 000 Italiens, 900 000 soldats de l'Empire britannique, Australiens, Néo-Zélandais, Canadiens, Indiens, Sud-Africains, 1 200 000 Autrichiens, 1 400 000 soldats de la France et de ses colonies, Sénégalais, Algériens, Tunisiens, Marocains, 1 700 000 Allemands, 1 800 000 Russes. 20 millions de soldats ont été blessés. « 8 millions de civils sont morts. Pas une famille qui ne compte un mort, un amputé, un gazé ou un orphelin. Mais partout dans le monde, la joie veut effacer les chiffres de la première mort de masse de l'histoire. Les responsables façonnent la mémoire de cette guerre en commandant à d'innombrables sculpteurs des monuments aux morts qui donneront l'image du soldat qui marche vers le sacrifice et la gloire. Jamais n'est représenté ce qu'il y avait derrière ces combattants, la contrainte et la répression. Malgré l'hécatombe, ces monuments veulent toujours convaincre qu'il est juste de tuer et de se faire tuer pour la patrie. Le 13 décembre 1918, à Paris, Clémenceau et son gouvernement au complet attendent un invité exceptionnel. Le président des États-Unis, Woodrow Wilson. C'est la première fois dans l'histoire qu'un président américain sort de son pays et traverse l'Atlantique. Mais c'est que l'heure est grave. L'armistice a été signé, mais la paix reste à faire. De multiples questions se posent, d'innombrables conflits surgissent, et l'Amérique a maintenant son mot à dire. Son premier geste est bien entendu d'aller visiter son armée. Il dit à Pershing, « Je ne suis pas sûr que tout le monde soit heureux de me voir. » Wilson est bien conscient qu'avec son arbitrage, l'Amérique s'impose maintenant sur le devant de la scène mondiale. Wilson se fait le défenseur de ce qu'il appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un idéal qui entraîne de nombreuses revendications nationales et le tracé de nouvelles frontières. Son deuxième geste est de compassion. Il se rend à Reims, constater les dégâts irréparables à la cathédrale.
Wilson peut mesurer l'étendue du désastre. Il dit « Le monde entier est atteint au cœur en voyant les belles cités et les champs de la France frappés par la catastrophe. 3 millions d'hectares ne seront plus cultivables, pollués à jamais par la guerre chimique. Les millions d'obus et les innombrables cadavres qu'il faudra péniblement réunir dans des ossuaires. Les réfugiés tentent de revenir chez eux. Ils sont de bonne volonté, mais une centaine de villages ont été rayés de la carte. Plus jamais ça, c'est le cri des mouvements pacifistes. Pour tenter de prévenir les affrontements, Wilson, les Français et les Britanniques ont l'idée de créer un Parlement des peuples qui s'appellera la Société des Nations, la SDN. Le 28 juin 1919, au château de Versailles, 5 ans jour pour jour après l'attentat de Sarajevo, les délégués de toutes les nations qui furent en guerre avec l'Allemagne se retrouvent, après de longues négociations, pour signer le traité de paix. La fameuse Galerie des Glaces a été choisie parce que c'est là que Guillaume Ier a été sacré empereur d'Allemagne après la défaite de la France en 1871. Dans ce lieu hautement symbolique, les représentants de l'Allemagne doivent signer, sans discuter, le traité de Versailles, qu'Hitler appellera plus tard le Diktat, dicté par les vainqueurs, qui se partagent aussi toutes les colonies allemandes et exigent de lourdes indemnités, les réparations. Les critiques sont nombreuses. Le grand économiste britannique John Maynard Keynes écrit « Si on veut traire l'Allemagne, on ne doit pas d'abord la ruiner. Si on cherche à l'appauvrir, sa vengeance sera terrible. » Mais pour Clémenceau, l'essentiel est que l'Alsace-Lorraine retourne à la France avec, pour un temps, le charbon de la Sarre. L'Empire austro-hongrois cesse d'exister au profit de l'Italie et de nouveaux pays qui seront créés de 1919 à 1922. L'Allemagne est coupée en deux par le couloir de Danzig, inventé pour donner à la Pologne un accès à la mer. Exclue du traité, la Russie, après une terrible guerre civile, deviendra l'Union soviétique, l'URSS. Wilson retourne aux États-Unis. Il va y trouver une atmosphère hostile au traité qui ne sera pas ratifiée par le Congrès. Le sénateur de Pennsylvanie, Philander Knox, dit à Wilson « Monsieur le Président, je suis convaincu, avec tout le respect que je vous dois, que ce traité n'amènera pas la paix, mais la guerre, une guerre infiniment plus dévastatrice que celle qui vient de se terminer. » Le Royaume-Uni est le seul survivant des grands empires. Le roi George V, son premier ministre Lloyd George et le maréchal Foch donnent ici l'image des vainqueurs. Mais ils sont divisés. Pour les Anglais, l'essentiel c'est d'empêcher le retour de la guerre. Pour les Français, il faut punir l'Allemagne. Pierre Ferrari, qui a maintenant 18 ans, joue à la guerre avec l'uniforme de son père. Il refuse la main de son frère, qui joue à l'allemand. Une génération d'enfants allemands va grandir dans l'humiliation et le rêve de revanche.